vais appeler et céder la parole à François Quinton, le rédacteur en chef de la revue des médias de l'INA, qui a la lourde responsabilité d'animer cette table ronde. François. Alors bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour assister à cette table ronde intitulée « La guerre de l'information est déclarée ». Alors évidemment, le contexte de cet échange, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui est ravivé depuis l'invasion russe de février dernier. Je ne vais pas vous l'apprendre, l'information a toujours joué un rôle dans les guerres. Donc ce sur quoi on va plutôt s'interroger aujourd'hui, c'est cette guerre de l'information est-elle toujours limitée à un contexte guerrier? Qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans la dimension informationnelle du conflit en cours? Et quels sont les enjeux et l'avenir aussi des guerres de l'information? Donc voilà quelques-unes des questions qu'on va explorer ensemble. Pour nous aider à comprendre ce qui se joue, Médias en scène a réuni à ma gauche Abigail Penalba, formatrice en pratique numérique, notamment sur la prévention des risques, et co-autrice avec Pierre Penalba de Cybercrime, et tout juste paru à la rentrée de Darknet, le voyage qui fait peur. Les deux livres sont parus chez Albin Michel. À sa gauche... Du fantasme à la réalité. Du fantasme à la réalité. À sa gauche... alors je ne sais pas si on a Auguste Cole qui doit être également avec nous. Donc en tout... Oui, bonjour Auguste. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien, bonjour. Très bien. Donc Auguste Cole, chercheur non résident à l'Atlantic Council. Vous vous intéressez notamment au futur des conflits et à l'intelligence artificielle. Et vous êtes l'auteur de deux techno-thrillers avec Peter Singer. La flotte fantôme, paru en 2021 en France chez Buchet-Chastel. Et tout récemment, chez le même éditeur, Contrôle, l'ère de l'IA et de l'hypersurveillance a déjà commencé. Et puis, enfin, Julien Nossetti, enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, chercheur au laboratoire Géode de Paris 8, responsable de la chaire gouvernance du risque cyber à Rennes School of Business, et chercheur associé à l'IFRI. Et du côté de vos publications, deux ouvrages à paraître au début 2023. Premier trimestre 2023, une géopolitique du numérique chez La Découverte. Et puis, vous êtes en train de diriger un livre qui va sortir sur les GAFAM et le monde aux presses universitaires de Rennes. Je voudrais commencer avec vous, Julien Nossetti, tout simplement pour nous définir cette notion. Guerre de l'information, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses enjeux aujourd'hui? Nous avons 4 heures. Effectivement, c'est un sujet qui est à la fois passionnant, qui a trouvé une actualité, vous le savez toutes et tous évidemment, extrêmement forte depuis février dernier, mais même si évidemment on est très loin de découvrir ce phénomène qui a quand même jalonné on va dire les 10-15 dernières années de façon récurrente, avec, on sera peut-être amené à y revenir tout à l'heure, hein, la guerre en Géorgie en 2008, ensuite le conflit en Syrie qui s'est ouvert à partir de mars 2011, la séquence électorale aux États-Unis à partir de 2016. Donc, les opinions publiques, les élites commencent à être déjà quand même assez bien marquées par ce phénomène, qui est une donnée incontestable, il faudrait le rappeler, hein, peut-être un peu naïvement, de la vie internationale et de la vie intérieure des États. Alors, l'expression de guerre d'information, elle est à la fois commode et problématique, parce que parler de guerre, en fait, ça occulte le champ de la paix. Or, un des principaux, sans faire la philosophie en la matière, mais un des principaux avantages, un des principaux dividendes recherchés par des États, des acteurs qui vont se lancer dans une guerre informationnelle, ça va précisément être de brouiller les notions de guerre et de paix. Alors, forcément, venant d'une expertise à l'origine sur la Russie, je suis assez déformé dans mon analyse, et puis voilà, très classiquement, ce que la Russie cherche à faire, à nous montrer, à entreprendre vis-à-vis de nous occidentaux, c'est précisément d'aller brouiller, d'aller rendre obsolète quasiment, hein, j'ose le terme, ces notions de guerre et de paix, en profitant d'une sorte d'entre-deux, en jouant sur cette ambivalence et en nous faisant comprendre que ces deux notions n'existent plus et qu'on est dans une sorte d'état de conflit latent, de conflit permanent
qui associe non seulement des moyens militaires, mais aussi des moyens qui ont parfois été qualifiés de façon peut-être un peu hâtive d'hybride, on ne va peut-être pas revenir sur le terme non plus, mais ça fait partie de cette panoplie d'instruments, l'information qui est aujourd'hui instrumentalisée. Alors, parfois, certains emploieront le terme de militarisée. Je pense que c'est peut-être une forme de basculement, là pour le coup très sémantique, très militaire, bien sûr. Mais l'idée d'aller instrumentaliser l'information est au centre des pratiques de certains États. Alors, la Chine, par exemple, s'est lancée dans une sorte de mimétisme par rapport aux pratiques russes de cette dernière décennie, ce qui est là aussi tout à fait intéressant à observer, surtout depuis la pandémie de Covid-19, avec une forme d'attitude très décomplexée en la matière. Mais pour en revenir très rapidement à cette idée de terminologie, l'expression qui avait été retenue par les autorités françaises, sans faire le porte-voix de quiconque, en 2018, ça avait été l'idée de manipulation d'information. Ce qui était une façon, à mon sens, assez habile de sous-entendre en fait deux paramètres absolument clés de la guerre informationnelle. C'est à la fois l'idée d'une action délibérée. C'est-à-dire que vous avez au départ un acteur qui a une intention de nuire, et d'autre part une action qui est clandestine. Parce que si moi étions victimes d'une manipulation informationnelle, on est supposé ne pas être au courant. Donc c'est à la fois cette combinaison entre une intention de nuire et un mode d'action clandestin qui marque bien cette donnée des manipulations d'information. Alors parfois, c'est vrai qu'on a vu fleurir d'autres termes. Je ne vais pas détailler toute la longue liste d'idées, de concepts, de fake news, d'infox pour le coup, de désinformation, de propagande, qui eux sont beaucoup plus restreints dans leur signification, mais aussi, et ça peut être plus historiquement, de subversion, voire même de ruse, même si là vous avez également une connotation qui est peut-être un peu militaire. La ruse étant employée évidemment depuis l'Iliade, et puis même avant. Donc ça c'est peut-être, à mon avis, le cadre d'analyse à poser quand on évoque ces questions de guerre informationnelle. Alors évidemment, vous avez quantité d'autres acteurs. J'ai évoqué 2 États dont les régimes sont autoritaires, mais vous avez dans des périodes de conflits militaires nos régimes démocratiques qui aussi ont un intérêt à aller jouer sur ce volet informationnel pour tout simplement avoir un avantage à un moment donné pour vaincre. Donc c'est pas restreint non plus aux seules pratiques des États autoritaires. Mais ce qui a vraiment changé, et là pour le coup c'est peut-être un rappel qui est en phase, dans la continuité de ce qui a été évoqué dans les précédents panels ce matin, c'est l'idée qu'on est face à une profusion, face à une saturation même cognitive, une saturation d'information qui fait que notre contexte du tout numérique est peut-être le contexte le plus propice pour aller jouer sur les perceptions de vous et de moi, des citoyens, des élites aussi, justement pour ensuite aller les influencer avec l'idée, possiblement in fine, d'aller paralyser la prise de décision des pays adverses. Donc là, quand vous prenez le contexte de la guerre en Ukraine depuis février, vous voyez bien que l'idée d'information, elle était à la fois instrumentalisée à des fins stratégiques, et ça, les pratiques russes l'ont quand même montré de façon très crue, et beaucoup plus décomplexée que les années précédentes, alors qu'on avait déjà franchi un stade depuis une petite décennie. Et là, je fais référence, par exemple, à l'affaire au mois de mars de la maternité de Mariupol, en Ukraine, où vous aviez quantité de récits différents qui avaient été disséminés par soit des acteurs russes ou des acteurs pro-russes. C'est un cas d'étude assez passionnant, au-delà du côté absolument dramatique de l'affaire, bien évidemment, où on se situait dans une pratique très rodée, là aussi, puis je m'arrêterai, des acteurs russes, notamment depuis l'affaire Skripal, en 2018, du nom de cet ancien espion russe réfugié en Grande-Bretagne qui avait été empoisonné, où, à l'époque, j'avais travaillé dessus avec des collègues, on avait vu que 28 récits différents avaient été propagés par l'État russe et sa nébuleuse informationnelle pour aller justement semer le trouble sur l'origine de l'affaire et en contrepoint aller saper justement les réponses des États occidentaux,
à commencer par Londres, et ensuite des grands médias, là aussi européens, américains, etc. Donc on voit bien que vous avez un intérêt dans toutes ces affaires de guerre informationnelle à aller jeter un discrédit permanent, à entretenir un relativisme à tout craint, bon, qui est certes peut-être un des marqueurs de notre époque, ce qui est tout à fait regrettable, mais qui, dans ce contexte de guerre d'information, joue un rôle absolument majeur, hein, en termes politiques. Merci Julien. Je me tourne vers vous, Auguste, peut-être pour nous éclairer sur ce que vous voyez de nouveau dans la guerre de l'information actuelle relative au conflit russo-ukrainien. Bonjour. Même dans la guerre en Ukraine, nous voyons de nombreuses tendances technologiques de la dernière décennie s'accélérer et converger. C'est une guerre qui prévoit l'avenir de la guerre en 2030 un peu, et aussi au début du XXe siècle. On voit des influenceurs sur les réseaux sociaux et aussi des batailles entre chars. Pourtant, il y a aussi la guerre des tranchées et des nouvelles technologies comme les drones navals et aériennes qu'on n'a pas dans les autres conflits déjà, dans cette combinaison par les forces ukrainiennes. Prenez l'IA, l'intelligence artificielle. Elle est souvent utilisée pour analyser des images des satellites commerciaux qui permettent aux civils d'avoir le type de capacité de renseignement dont disposent les gouvernements en avant. Même l'Ukraine aussi, en utilisant l'IA pour la reconnaissance faciale, enfin, c'est une guerre des données, des renseignements et subversion. Mais cette reconnaissance faciale, facial recognition, ça a été utilisé pour trouver des morts, pour identifier, et aussi des saboteurs russes. Tout ça, c'est une combinaison qui est entièrement nouveau. C'est une façon de la guerre qui est ciblée sur l'information des populations du monde, en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup est le rôle des entreprises civiles, peut-être notamment américaines, qui jouent un rôle central. On voit la guerre en Ukraine qui montre également l'importance de connexion à l'Internet, des satellites, même aussi le renseignement et les autres données par les satellites commerciaux. Ça n'existe pas seulement dans les mains des gouvernements et des services de renseignement comme dans le siècle passé. Starlink, Elon Musk, c'est le plus important de cette façon de cette guerre. Et même, on voit l'importance de ce réseau quand on a vu les hackers russes qui attaquaient Viasat, c'est une société américaine de satellites, juste avant l'invasion de l'Ukraine. Dans les dernières minutes, on voit les Russes qui avancent en Ukraine, Viasat était ciblé. Et aussi, on voit cette façon il y a des attaques sur les réseaux électroniques, par exemple, par les hackers chaque jour. Même aussi, les réseaux électroniques sont souvent attaqués par les missiles. Et ensemble, c'est une façon de la guerre moderne qui va continuer. Il y a un peu de l'avenir et un peu de la passé. Pour ces réseaux, en fait, une façon dans cette guerre de l'information, c'est ces gens qui viennent en Ukraine pour défendre les networks, les réseaux électriques. Ils sont fortement aidés par des professionnels de la sécurité des réseaux et des hackers américains et européens du secteur privé. Ce rôle du secteur privé est central pour changer cette guerre. Enfin, si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas de bandwidth de Starlink et des autres images, même de satellites du secteur privé, on n'a pas une guerre d'information. C'est fondationnel. Et de cette façon, c'est la première fois en fait que les entreprises technologiques comme Silicon Valley et tous
Dans un sens, c'est une propre guerre de technologie, des entreprises de technologie. Et il y a des façons de cette guerre qui ne sont pas ordonnées par le gouvernement. C'est un peu inspiré dans un film Ocean's 11, si vous vous souvenez, de Getting the Gang Together, comme on dit. Alors, dernièrement, une question que je me pose souvent, c'est qui va gagner la guerre? C'est la puissance militaire ou la puissance des réseaux et des bases de données? Merci. Merci Auguste. Julien Nossetti, je voudrais savoir quel regard vous portez, vous, sur les aspects neufs. Et il y a un point, je crois, qui vous intéresse particulièrement dans ce que vient d'évoquer Auguste, c'est le rôle des acteurs privés, et notamment, vous pensez plus aux plateformes numériques. Alors, absolument. Alors, juste avant de vous répondre, juste un petit point de réaction par rapport à ce qu'a dit Auguste, qui me semble très intéressant sur la place prise par les infrastructures. Parce que vous avez un lien en fait très, très étroit avec la réception d'informations. Auguste évoquait la question des satellites, ce qui est tout à fait clé. Mais vous avez un autre problème, une autre donnée majeure, notamment en Ukraine depuis février, c'est que les Russes se sont lancés dans ce qu'on appelle le reroutage des données. Alors c'est quelque chose d'assez technique et je ne vais pas me lancer dans des explications sans fin là-dessus. Je ne vais pas vous perdre avec ça, mais ce que je veux dire par ici, c'est que les routes, si vous voulez, de circulation des données numériques ont été réacheminées à la faveur des conquêtes de territoires russes, ce qui a pour effet, dans certaines des régions, des provinces conquises par la Russie en Ukraine, que les citoyens sur place voient désormais, si vous voulez, le monde à travers les lunettes déformées de la censure russe. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on peut même parler, si vous voulez, pour forcer un peu le trait, d'infrastructures critiques, cognitive. Hein. L'infrastructure sert ensuite à relayer, à transmettre des informations. Et quand elle est censurée, bah, pour le coup, vous avez un regard biaisé là-dessus. Donc c'était peut-être une petite parenthèse en guise de complément par rapport à ce qu'expliquait Auguste. Et sur la question des GAFAM, là, enfin des big tech en général, alors je crois que dans le panel précédent, il était question notamment d'Elon Musk. Donc je ne vais pas forcément le mentionner ad nauseam, parce que pour le coup, je pense qu'on a tous une petite forme de haut de cœur hein, par rapport à cette figure. Mais effectivement, pour resituer la problématique dans un cadre plus large, vous avez depuis février, je pense, un niveau d'implication qui est assez fascinant, assez intéressant de certaines des grandes plateformes, y compris sur un créneau dans lequel on ne les attendait pas forcément, à savoir la lutte contre les manipulations d'informations. Et là, deux acteurs, Google et Microsoft, et puis je mettrai peut-être davantage l'accent sur Microsoft aujourd'hui, se sont positionnés très en avant, justement, dans la lutte contre les contenus, alors, le plus souvent affiliés à l'État russe ou pro-russe. Hein. Par exemple, Microsoft, depuis, alors ça s'est passé surtout depuis l'électrochoc hein, de Boutcha, à partir du mois de début avril, si ma mémoire est bonne, où Microsoft s'est lancé dans une documentation des crimes de guerre des officiers, des soldats russes présents en Ukraine. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas forcément d'associer à Microsoft l'idée d'un acteur qui justement est impliqué sur ce front médiatique et informationnel. Alors, documenter les crimes de guerre russes, c'est intéressant aussi dans cette perspective de guerre entre guillemets, parce que ça veut dire aller exposer sur la place publique ce que les soldats russes ont commis comme atrocité. Et là, ce qui est intéressant, c'est peut-être de faire un parallèle avec l'enjeu des cyberattaques, où très souvent on met l'accent sur l'idée d'aller attribuer publiquement. Vous êtes un chef d'État, un chef de gouvernement, et puis vous allez attribuer à la Corée du Nord, à la Russie, à la Chine, etc., une cyberattaque. Et là, sur ce plan informationnel, vous avez globalement ce même cas de figure qui commence à se répandre. Et là, la guerre d'Ukraine a permis de donner un coup d'accélérateur à cette tendance. Sauf que ce sont des acteurs privés qui entreprennent ça, ce qui donne là aussi une indication sur une sorte de glissement là aussi de souveraineté. Alors je ne veux pas dire que ces plateformes sont souveraines et qu'elles prennent la place des États en tout point, mais pour le coup, vous avez un grignotement comme ça des prérogatives souveraines des États qui est assez manifeste. Donc ces plateformes sont impliquées dans ces sujets informationnels, à plus forte raison quand elles aussi, comme Starlink, hein, quand elles permettent aussi d'accroître la connectivité de certaines des régions d'Ukraine en particulier. Merci. Alors je voudrais maintenant passer la parole à Abigail pour qu'elle nous fasse plonger, qu'elle nous fasse passer des satellites au Darknet, pour qu'on comprenne d'abord, qu'est-ce que c'est le ou les Darknet, et deuxièmement, qu'est-ce qui s'y passe en termes de guerre de l'information, à quoi ça ressemble?
Donc déjà, bonjour. Donc déjà, Darknet, Dark Web, très rapidement, quelques petites définitions. Un Darknet, donc avec une minuscule, c'est un réseau parallèle, donc parallèle à Internet, qui assure une confidentialité du contenu des échanges et une anonymisation des utilisateurs par un système de chiffrement. Donc des Darknets, il en existe une grande quantité, n'importe qui peut créer un Darknet. Il y en a un que tout le monde connaît et qui est extrêmement utilisé dans le cadre de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est Telegram. Telegram est un Darknet parce qu'il permet donc des échanges confidentiels et anonymes si on le souhaite. Dans les Darknets un petit peu moins utilisés par le grand public, il y en a un qui est vraiment le leader par son nombre d'utilisateurs, qui est Tor. Et donc Tor va être utilisé dans ce conflit-là dans un certain cadre extrêmement précis. On a besoin de Tor, donc Tor permet ces échanges par un système de chiffrement. On estime que Tor donc, est utilisé environ 10% pour donner accès au contenu, c'est-à-dire des sites web qui se situent dans ce Darknet-là, qu'on va appeler des sites en .onion. Dans ces sites-là, une partie est vraiment réservée à l'activité criminelle, une autre partie va être dédiée à justement une lutte contre la censure, aussi bien la censure descendante, c'est-à-dire la censure qui essaye de couper l'accès à l'information, et une censure montante qui essaie de couper la possibilité de s'exprimer. Mais donc on va revenir sur les contenus, notamment notre ami Pepe the Frog que vous avez à l'écran. Mais il faut garder à l'esprit que Tor, donc ce leader qui a 3 à 4 millions d'utilisateurs quotidiens, est utilisé à 90% pour retourner de façon sécurisée dans ce qu'on appelle le clear web, c'est-à-dire celui que vous connaissez vous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour permettre l'accès à l'information dans des zones où elle va être coupée. J'ai des connaissances en Ukraine, donc aussi bien des Ukrainiens que des Français qui sont résidents, et qui vont donc utiliser Tor pour pouvoir se faire justement, dont on parlait, une opinion un petit peu diverse, multiple, sortir de l'information d'État, y compris en Ukraine, parce que c'est aussi ce qu'on y trouve, et vont utiliser Tor pour aller consulter RT, bien sûr, et d'autres sites comme lienta.ru. Sinon, donc dans les contenus, le dark web, donc je vous ai fait quelques copies écran dont on va parler rapidement. Donc vous avez des forums. Alors la différence d'usage de Tor et d'un autre darknet comme Telegram, c'est que Telegram, on va être utilisé de façon extrêmement immédiate. Donc on va avoir une information extrêmement rapide, donnée de façon collaborative. Par exemple, l'histoire du missile en Pologne, moi je l'ai su par des boucles Telegram quelques heures avant qu'on en parle dans les médias mainstream, parce que l'information est immédiate. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on a pendant ce conflit russo-ukrainien, c'est cet aspect collaboratif qui permet que l'information est extrêmement rapide à être diffusée, analysée, commentée. En ce qui concerne donc les contenus qui sont situés donc dans le dark web, donc des pages auxquelles on peut avoir accès qu'en passant par des navigateurs dédiés, on va avoir principalement des intervenants qui sont russes mais opposés soit au régime de Poutine, soit à la guerre, soit bien sûr les deux. On va trouver quasiment aucun russe pro-russe, entre guillemets, parce que cette approche-là est bien sûr complètement libre. C'est un type de discussion, un type d'analyse de la situation qui n'est pas soumise à censure, puisque justement ça va dans le sens du discours de l'État. Donc ce qu'on va trouver, ça va être des Ukrainiens, des Russes qui combattent ce régime-là, et puis des intervenants d'autres pays. Donc vous avez la possibilité, donc ça c'est un forum, qui reprend beaucoup, pour ceux qui connaissent, la présentation de 4chan. Donc on va avoir une succession d'intervenants qui se répondent parfois les uns les autres. Et donc là, par exemple, le premier intervenant, c'est un Américain. Vous connaissez peut-être certains ce mème de Pepe the Frog. Donc Pepe the Frog, à l'origine, c'était un personnage de cartoon tout à fait anodin, et qui a été repris au début pour représenter toutes sortes d'émotions, et puis qui a été peu à peu phagocyté par l'extrême droite américaine, qui s'en est servi dans tout ce qui est milieu complotiste, alt-right, etc. Et donc là, un des intervenants poste Pepe the Frog. Vous revoyez ce qu'il a autour du cou, c'est une croix orthodoxe. Donc il est difficile de savoir si c'est quelqu'un qui se moque de la collusion qu'on a, qui est vraiment patente, avec notamment le patriarche Cyril, qui appartient aussi au FSB, ou si c'est quelqu'un qui s'en revendique.
Donc cet Américain, il vient sur ce forum et il interpelle les autres en disant « Eh, salut, bon désolé, fagots, hein, les PD, de quoi vous parlez ?» Et donc il y a une Russe qui répond en postant donc ce visuel. Je ne sais pas si vous voyez bien ceux qui sont dans le fond. Donc c'est le drapeau russe d'origine, mais où la bande rouge du bas est en train d'être repeinte en blanc. Et ce drapeau bleu-blanc, c'est le drapeau que revendiquent les Russes qui veulent combattre le régime de Poutine. Et donc la personne répond, alors j'ai fait la traduction parce que l'écran est un peu petit, donc pour ceux qui ne voient pas, nous haïssons Poutine et son régime. Ah oui, alors, donc il lui demande qu'est-ce que vous faites là, l'Américain, sur ce type de réseau, donc sur le dark web. Elle répond, nous haïssons Poutine et son régime, mais nous ne voulons pas poster sur des réseaux, des image boards, c'est des réseaux, des forums principalement composés d'images, russes contrôlés par la fédération. C'est ce qui nous unit, nous, ici. Et donc, il y en a un qui lui répond, donc c'est un Norvégien, a priori. Alors, évidemment, personne ne peut vérifier s'ils ont vraiment la nationalité du petit drapeau qu'ils affichent, donc il y a un petit drapeau norvégien. Peut-être que le régime de Poutine tient pour l'instant sous contrôle des autorités potentielles encore plus cruelles et violentes, et que vous détestez celui-ci, mais d'autres pourront faire que votre vie sera un enfer digne de la Corée du Nord. Ça, c'est un argument auquel sont confrontés très souvent les Russes qui veulent lutter contre Poutine, c'est vous savez ce que vous avez, vous pourriez avoir pire. Et donc, ce que répond l'autre personne, c'est quand il démissionnera, il sera remplacé par un de ses potes du KGB ou de la mafia. Vous savez que Poutine a trempé, je dirais, un petit peu dans les deux milieux. On passera à autre chose, on les détestera eux aussi, mais ce n'est pas parce qu'on pourra avoir des dirigeants encore pires qu'on devrait rire le tchéquiste qu'on a actuellement. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée des échanges où des gens de toute nationalité peuvent débattre, échanger. Très rapidement, donc celle-ci, je ne vais pas la commenter, je vais la commenter très très rapidement parce qu'elle est peu visible pour vous. Donc en fait, c'est un thread, donc un fil de discussion qui dure depuis le début de la guerre. Et donc le titre, c'est le rouble fou. Donc il donne des informations que n'ont peut-être pas justement les habitants sur la dévaluation du rouble par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar et l'euro. Et puis il fait des petits commentaires. Et donc là, j'ai trouvé intéressant de noter un commentaire qui date du 4 mars, donc juste après le début de la guerre, et un du 14 novembre. Donc le 4 mars, il dit faites des réserves de pop-corn, de thé, de café, d'alcool, de médicaments, d'armes et d'analgésiques. Faites des provisions si vous n'avez pas quitté le pays à temps et si vous pouvez vous en procurer. Donc ça, c'est le 4 mars, 10 jours à peu près après le début de la guerre. Le 14 novembre, qu'est-ce qu'il nous dit, ce même ? Inutile de faire le plein de quoi que ce soit. Tout est épuisé, les rayons sont vides. Commencez lentement à consommer vos provisions. Donc c'est vraiment le conflit vu de l'intérieur par les Russes et ce qu'ils subissent comme conséquence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ajoute « Méfiez-vous de l'instructeur militaire », donc celui qui est en charge du recrutement, il vous mentira. Pourquoi il s'exprime sur le Darknet, ce gars, ce Russe ? C'est parce que ce genre d'affirmation, qui remet en cause l'autorité, la validité de l'armée russe, ça peut lui valoir une arrestation et un emprisonnement. Donc le Darknet est l'endroit où il peut à la fois donner des informations à ses compatriotes, des informations économiques. Il y a un autre trait qu'on ne montrera pas là sur le pétrole, une analyse très fine des exportations de pétrole des Russes. Donc à la fois des informations et aussi un échange de ressentis sur la situation comme ils la vivent. Je vous en donne juste un, donc sur le missile. Ah oui, mais c'est dommage. Le missile donc tombé en Pologne. Donc c'était une réponse à une question. Excusez-moi, je voudrais la passer quand même, la suivante. Donc la question c'était est-ce qu'il y aura une riposte de l'UE après ce fameux missile ? Donc là le poste il date du 14 novembre, donc on venait juste d'avoir l'information, on ne savait pas encore d'où il venait, d'où il était parti. Donc est-ce qu'il y aura une réponse de l'UE ? Évidemment il n'y en aura pas. Donc ça c'est une Ukrainienne qui répond. Les Européens font un calcul simple. En rentrant en guerre, des milliers d'Européens vont mourir, beaucoup d'infrastructures seront détruites, les dommages se compteront en milliers. S'ils ne rentrent pas en guerre, si l'UE ou l'OTAN ne rentrent pas en guerre, 2 Polonais et un tracteur. Même si Poutine continue à envoyer un missile par jour, chaque jour sur une ville polonaise, rien ne se passera. Mais les forces armées ukrainiennes libéreront les régions une à une. À chaque région libérée, il y aura des frappes de missiles de plus en plus.
J'attire votre attention sur la dernière phrase. Et après la libération de la dernière région, il y aura un accord de paix. On voit là que les darkonautes relayent tout à fait le discours présidentiel. C'est quasiment mot pour mot ce que Zelensky a dit. Nous, on pourra entamer un processus de paix une fois que les dernières régions seront libérées. On va devoir arrêter là pour le Darknet et passer bientôt aux questions. J'ai juste une question avant de donner la parole à la salle. Pour vous, Auguste, qui réfléchissait, qui utilisait la fiction pour nous faire imaginer un petit peu le futur des conflits armés, et notamment dans leur dimension informationnelle, est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu peut-être le monde qui nous attend dans 5-10 ans, en quelques mots? Sûrement. Dans la théorie militaire, Clausewitz écrit sur le centre de gravité militaire. Mais dans les conflits des décennies à venir, ce centre de gravité est cognitif. Le centre de gravité, ce sont les populations civiles et les réseaux qu'elles utilisent pour communiquer. Dans les conflits du XXe siècle, les armées se sont battues pour les ponts ou des routes stratégiques, voies de fer, comme ça. Dans les années 2030 et après, les armées se battent pour la bande passante, bandwidth ou l'accès au réseau, aux bases de données, en grande partie à cause de leur capacité à influencer les populations avec une guerre cognitive, en fait. Il existe également une nouvelle éthique de la guerre, en particulier en ce qui concerne la technologie civile utilisée à des fins militaires, sûrement l'IA, comme ça. Des applications petit darknet comme Telegram et WhatsApp créent leur propre réseau cognitif où les croyances peuvent être renforcées par la désinformation, deepfake, comme on a vu sur Zelensky en mars. Avec le deepfake qu'il avait une parole pour abandonner la lutte contre la Russie. L'éthique de la guerre cognitive est très, très difficile à comprendre à ce moment-là, mais il faut discuter souvent pour viser un peu ce qui est propre, ce qui est problématique. On verra aussi que les deux côtés d'une guerre vont utiliser le même réseau, comme l'Ukraine et la Russie utilisent Telegram durant le même conflit. C'est pareil pour les grandes données numériques, réseaux satellites, et de la même manière que les marines partagent et se disputent ou se battent sur la même océan. C'est un côté de la guerre de l'avenir qui sûrement va arriver à bientôt. Même pour les apps, les bases de données, elles sont en fait les nouveaux champs de bataille et les entreprises civiles, soit les personnes qui travaillent seront au milieu d'une guerre cognitive de l'avenir. C'est un petit pouvoir, et même pour utiliser la fiction, more to come. Merci pour ce petit aperçu synthétique. Il nous reste une dizaine de questions une dizaine de minutes, pardon. Il nous resterait beaucoup plus de questions, mais il nous reste une dizaine de minutes pour des questions de la salle. Il y a plein d'aspects qu'on n'a pas pu aborder, donc n'hésitez pas. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Oui, ce serait plutôt une question pour monsieur Nossetti. Est-ce que vous pourriez éventuellement développer un peu plus ce que vous évoquiez à propos du reroutage des informations par les autorités russes? Très bien. Je pense que ça aurait été une réflexion peut-être un peu à part dans mon propos tout à l'heure et que finalement ça n'aurait intéressé personne. Mais comme quoi, pour le coup, le lien avec l'infrastructure, il est quand même il est extrêmement important aujourd'hui et il est vraiment indissociable justement de la réception d'informations, comme je disais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ça a été anticipé par la Russie, donc un petit peu comme ce qu'évoquait Auguste tout à l'heure en matière de certaines cyberattaques, notamment celles sur le réseau satellitaire Viasat. Là, du côté russe, l'invasion de l'Ukraine, elle s'est vraiment accompagnée d'un reroutage des données qui a été systématique et qui a vraiment été pensé, qui a été anticipé par les armées russes et surtout par toute la nébuleuse de troupes informationnelles et des éléments du renseignement russe qui ont entrepris ces travaux, entre guillemets. Et ça, justement, dans la perspective d'aller réorienter tous ces flux de données vers la Russie pour que ces flux soient soumis à la loi russe,
et plus précisément aux différentes lois russes qui vont à la fois sur un plan matériel permettre aux acteurs russes d'aller contrôler de bout en bout les services et les technologies employées, et sur un plan cognitif, là pour reprendre aussi un terme qui a été employé à l'instant, d'aller jouer sur les perceptions, sur la réception de l'information par les audiences concernées. Donc là, en l'occurrence, les Ukrainiens vivant dans l'est de l'Ukraine, donc région majoritairement conquise par la Russie depuis quelques mois. Et ça, c'est ce que je dis tout à l'heure, en fait, je pense aussi central dans cette idée, c'est-à-dire que dorénavant, vous avez des populations qui reçoivent l'information à travers justement le prisme, à travers la lecture russe fournie par l'État russe, sachant que depuis des mois, en Russie même, l'information a été totalement recadrée et placée sous un contrôle absolument, totalement vertical chez les autorités. Donc vous avez cette association entre les deux qui aujourd'hui est très étroite. Donc je pourrais évidemment détailler plus, mais je sais qu'il y a d'autres questions. Bonjour. Moi, je me demande juste s'il y a des trolls ou pas du tout sur Telegram. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Tous les types de médias, tous les types de réseaux sociaux sont infestés donc par ce qu'on appelle les usines à trolls. Donc ça, on les voit à l'œuvre, y compris avec des phases d'ingérence en Occident. Donc ça, on va peut-être pas le détailler là. Mais oui, bien sûr. Et leur efficacité va dépendre aussi de leur public. Quand on parle de propagande, la propagande en général est du fait d'un État en direction de sa population. Et donc la population russe était soumise à cette information d'État et ne commence que peu à peu à prendre connaissance de la réalité du terrain par des réseaux parallèles comme Telegram ou le Darknet, mais aussi, malheureusement bien sûr pour le gouvernement, par les soldats eux-mêmes sur le terrain. On n'a pas parlé de quelque chose qui ne concerne pas le Darknet, mais ce qu'on appelle l'IT Army. C'est-à-dire en Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine est une région, un pays extrêmement riche en talents informatiques. Et donc il y a une IT Army, une armée de l'informatique qui a été créée et qui a été très très active au début de la guerre, qui avait justement un petit peu cette fonction de troller en retour au niveau des populations russes pour essayer de leur faire découvrir la réalité du terrain. Et donc maintenant, cette action est devenue beaucoup plus ténue, beaucoup plus discrète, parce que les besoins, et donc c'est ce qui se dit dans ce réseau-là, c'est que la propagande, maintenant, elle est faite par les militaires russes eux-mêmes, en démontrant la réalité de leurs conditions de vie. Et donc, en fait, les Ukrainiens seront portés maintenant sur un soutien financier beaucoup plus direct par le biais de fondations pour des achats d'armes, de tanks, etc. Mais cette IT Army a existé, mais maintenant a moins besoin d'efficacité, puisqu'elle est relayée de façon très paradoxale par les soldats russes eux-mêmes. Il reste vraiment 1 minute pour une dernière question. Donc voilà, madame a levé la main en bleu. Bonjour. Du coup, je me demandais en fait comment les dark web faisaient pour filtrer les pro-russes. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a aucun filtre. Le Darknet, c'est le royaume de la liberté. Donc la liberté peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Donc vous avez certains Darknet, bien sûr, qui sont soumis à un accès privilégié. Et donc on va se transmettre, notamment par des boucles Telegram, les coordonnées des sites. Il faut savoir qu'il n'y a pas de moteur de recherche dans le Darknet. C'est un peu compliqué, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais les plus simples, plus rapides, plus efficaces, d'avoir directement les coordonnées. Donc certains forums sont réservés vraiment à un public qui a été introduit. Mais beaucoup, comme celui que je vous ai présenté, sont ouverts à tout le monde. Et donc il n'y a pas de contrôle. Donc c'est toute liberté, effectivement, il n'y a pas de contrôle de la vérité de l'information. Alors moi j'ai l'habitude de dire quand même que les faits sont têtus et qu'il y a un moment où la quantité de témoignages allant dans un sens peut faire penser qu'on est dans une forme d'approche de la vérité. Vous avez vu à quel point j'ai été prudente dans ma formulation. Merci, le timing est parfait, parfaitement respecté en plus. Merci beaucoup Abigail, merci Julien, merci Auguste. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet échange. Merci beaucoup François de cette animation.